Alors jusqu'à tout récemment, si on ne déclarait pas tous les membres de la famille, on perdait l'occasion de parrainer ces personnes, peu importe le programme plus tard. Mais le gouvernement vient de lancer un projet pilote en septembre dernier qui permet de parrainer des membres de la famille qui n'avaient pas été déclarés. Mais il faut les parrainer dans le cadre du regroupement familial à ce moment-là. Mais au moins, la possibilité existe de les parrainer. Et puis, une autre couche un peu plus compliquée, c'est que des fois, il y a des gens qui font partie de la famille, mais de la famille plutôt élargie, et qui ne correspondent pas à la définition du Canada d'une famille immédiate. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, la définition du Canada d'une famille immédiate, c'est le demandeur principal, son époux ou épouse ou conjoint de fait, et les enfants à charge de moins de 22 ans, non mariés. Dans certains cas, ça peut aussi être des enfants de plus de 22 ans s'ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins matériels. Mais en général, c'est l'idée de la famille nucléaire. C'est papa, maman et les enfants de moins de 22 ans. Mais parfois, il y a des familles qui habitent avec une tante ou avec les grands-parents qui ne correspondent pas à cette définition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est possible de soumettre une demande distincte pour ces membres de la famille-là. Ces membres de la famille deviennent les demandeurs principaux en leur propre droit, ce qui signifie qu'ils doivent être réfugiés eux aussi, mais on peut écrire une lettre qui explique le lien de dépendance entre le demandeur principal et cet autre membre de la famille pour expliquer que la demande doit être liée et que les deux demandes devraient être traitées en même temps et que toute la famille devrait arriver au Canada en même temps. Alors, une chose que je n'ai pas expliquée tout à l'heure, c'est que par rapport à la famille, le demandeur principal doit être réfugié. Les autres membres de la famille ne sont pas forcément réfugiés. Donc l'époux, épouse, conjointe n'est pas forcément réfugié. Les enfants ne sont pas nécessairement réfugiés. S'il y a un membre plus éloigné de la famille, par contre, lui, il doit être réfugié aussi. Est-ce que ça demeure la responsabilité des parents de sortir toutes ces informations? Ça devient compliqué. C'est vraiment beaucoup de choses à garder en tête. Même au départ, avant de remplir les formulaires, bon, alors qui on parraine, combien d'argent il faut avoir, parce que aussi, si vous parrainez une tante ou la grand-mère, il faut prévoir plus d'argent. Parce que là, c'est la famille immédiate plus une famille avec un membre. Donc, c'est pas la même chose que parrainer une famille de 6 exactement. C'est deux familles distinctes. Donc, il faut garder tout ça en tête avant de même commencer à préparer la demande. Et puis, finalement, oui, c'est le groupe de parrainage qui soumet la demande. Donc, la responsabilité finale revient au groupe de parrainage. Il vaut mieux, évidemment, que le groupe de parrainage soit en communication ouverte et libre avec les réfugiés parrainés pour que tout le monde comprenne bien la situation, comprenne bien les exigences, mais aussi les restrictions et les limites du programme. So we just discussed a bunch of stuff related to families and who can be included on a single application. So I think it's worth repeating in English. So first off, in terms of who can be included on a single application, only members of the same family unit can be included on a single application. And according to the Government of Canada, a family unit is made up of what they call a principal applicant, who in this case is the person whose refugee story is the most solid. And their spouse or common law partner and their children, their dependent children who are aged 22 or younger and are not married. In some exceptional cases, children over 22 can also be included as dependent children. That's if they have usually some kind of a disease that prevents them from earning a living. So that's who can be included in a single application. Now, there's all sorts of complicating scenarios. So very often, family members, even members of an immediate family, of an immediate family unit, get separated. So there's, say, it's a family of 6, there's 4 members in one country, 2 members in another country.
what happens then? So they may not all be able to travel to Canada at once together, but they still all need to be declared on the application, both in the main application form for the sponsors and in the main application form for the refugees. The ones who are not in the same country need to be marked as not accompanying. Once the principal applicant is, so the head of the family or the person who has the strongest refugee story is in Canada, they are able to apply to bring the non-accompanying family members to Canada within 12 months after their arrival. It is actually the sponsors who are responsible for non-accompanying family members. So I'm going to interrupt myself because I didn't really talk about this in French, and then I'll come back to English. Alors, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Alors, dans les cas où les familles sont séparées, et il y a disons, 4 familles dans un pays et deux membres dans un autre, le groupe de parrainage est toujours responsable de tous ces 6 membres de la famille. Et même si toute la famille ne peut pas voyager en même temps, et même si les 2 autres membres ne peuvent jamais voyager au Canada, le groupe de parrainage doit être prêt pour accueillir ces 6 personnes et doit donc faire des plans pour accueillir même les 2 autres membres de la famille. So the sponsoring group needs to plan to welcome all 6 of these people, even if they can't travel together at the same time. In terms of the family unit, the principal applicant, the person with the strongest refugee story, is the only person who needs to be a refugee in the family. The other family members, the spouse and the children, do not necessarily need to be refugees. Another wrinkle is that a family unit, an immediate family, might be living with other relatives from the more extended family, say the grandmother or an aunt. Technically, those people are not considered as being part of a family unit by the government of Canada. So the sponsors can apply to sponsor those family members as well, but they need to submit a separate application to sponsor them. The applications can be linked, especially if there's a dependency. Say an elderly aunt lives with the principal applicant, she's always lived with them, she would have a hard time earning a living on her own. The sponsors can write a letter explaining that, or the refugees can write a letter explaining that, but it's still 2 separate applications, they're just linked. Which means that the sponsors need to prepare to have to raise more money because it's 2 separate families. So if we take the example of a family of 6 that we talked about earlier, let's say that they live with an aunt, you're not sponsoring a family of 7, it's one family of 6 and one family of 1. So it costs a bit more money. And another thing to keep in mind is that in situations like this, where there's a family living with extended family members, let's say this aunt, the aunt herself would also have to be a refugee. She would have to provide her own refugee status document as well. So it gets pretty tricky with families. I know this is a lot of information, so if you need a refresher on it, don't hesitate to get in touch at any point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire partie de la communauté, mais ça aide, parce que s'ils vous connaissent, ils seront plus disposés à vous aider. Et puis si vous réussissez à démontrer une certaine connexion, un certain lien avec cette communauté, ça aiderait aussi. Alors, il est important de parler de comment aborder les CEP, parce que c'est pas évident. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les CEP, ils reçoivent énormément de demandes de parrainage. Donc, ils reçoivent, il y a d'une part des demandes de la part de membres de la famille au Canada qui veulent parrainer des membres de leur famille ou des amis, mais aussi ils reçoivent des demandes de réfugiés qui sont à l'espace du Canada, des associations tous les goûts locales. Alors, énormément de demandes, et ils ont un nombre restreint de personnes qui peuvent parrainer chaque année, ce qui signifie que plusieurs sectes ont des listes d'attente
assez longue. Ils disent rappelez-nous dans 1 an ou 2 ans. D'autres disent, ils n'ont même pas de liste d'attente, mais ils disent appelez-nous, rappelez-nous dans 1 an ou 2 ans, ou non, on n'a pas de place. D'autres encore, ils n'ont pas de liste d'attente, ils ne disent pas rappelez-nous, mais les exigences sont très, très élevées, donc il devient difficile de parrainer avec eux. Alors sachez que d'une part, ils sont très occupés, d'autre part, ils trouvent des moyens de restreindre le nombre de personnes qui leur demandent de parrainer ou de les aider à parrainer. Alors, sachant tout ça, si vous souhaitez encore vous mettre en contact avec un CEP, oui, essayez de trouver un lien particulier. Faites que votre demande ressorte d'une bonne façon. Pour les convaincre, essayez de les émouvoir, sachant que toutes les histoires de réfugiés sont assez émouvantes, mais dites, je suis membre de votre communauté de foi, où on s'est interrompu. Trouvez n'importe quelle raison pour faire un lien. Ne les approchez pas complètement à froid, parce qu'ils reçoivent plein de courriels de filles comme ça. Alors, trouvez un moyen de vous démarquer. So, working with SAWs is pretty complicated. There's a few things you need to know before you approach a SAW. The main thing you need to know is that SAWs get lots of requests for sponsorship, both from family members or friends in Canada who want to sponsor people who are overseas, or from refugees overseas who ask, can you sponsor me? So many SAWs have long waiting lists, like 1 year or 2. So they say, okay, we'll put you on the waiting list, or they say, we have no waiting list, call us back in 1 year or 2, or they just don't say no, not because they're mean, but because they have no space. So be aware of that. And do also be aware of the fact that you need to find a way to have your specific request stand out. So think of some connection you have with that particular organization. If it's a faith organization, if you belong to that faith, that helps. Or if it's an ethnic organization, that also helps if you're a member of that ethnic community. Find some way to make your request stand out. I feel like I had something else to say. Something else to say about SAWs that I recently discovered. As I mentioned, SAWs don't require, they're not required to sponsor refugees who have refugee status documents, but some SAWs do request it. The Diocese of Toronto does request a refugee status document. Alors, l'astuce avec les CEP, une des raisons pour lesquelles les CEP sont si populaires, c'est que ils peuvent parrainer des réfugiés. COMMUNAUTÉ. So the family picture. Where will we look? She did a really good presentation. Rather than the vice so rather than Můžu. really good presentation. Oh, there's good sandwiches sandwiches from Tim Hortons. Yeah. You can have one here. I want people to put on your left.